Bienvenue à nouveau, amateur du dieu martial. La dernière fois, Kim Joo-yeok n'a pas simplement réussi, la deuxième phase il l'a effacée. Il a écrasé les deux équipes ennemies à lui seul, mis fin au combat de groupe en un temps record, et transformé une compétition prestigieuse en simple speedrun. Juste pour se rapprocher un peu plus du centre de la grande forêt. Mais aujourd'hui, c'est différent. Des surprises attendent sous la pluie. Et Kim Joo-yeok entre comme si la forêt lui devait du temps. Plongeons directement dedans. La salle de surveillance était silencieuse, de ce silence très particulier réservé à ceux qui viennent d'assister à quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Le président de l'académie se retourna, fixa les enseignants et demanda si le temps affiché était correct. Pas de pause dramatique. Aucune incrédulité dans sa voix. Juste un besoin de confirmation. Kim Joo-yeok avait terminé l'intégralité de la deuxième épreuve. Seul. 23 minutes. Un étudiant. Une seule tentative. De plus, sur ces 20 minutes, il avait simplement cherché les autres équipes. Il avait donc éliminé tous les participants en seulement 3 minutes. Les autres confirmèrent sans hésiter, et avec cette confirmation, le président déclara que la deuxième journée d'épreuve s'arrêtait là. Mais avant que cette décision ne devienne définitive, l'instructeur principal Lee Sang-cheol prit la parole. Calme. Calculé. Il souligna que le règlement autorisait la tenue de la troisième épreuve le même jour si la deuxième était terminée assez rapidement. Le président ne lui demanda pas de préciser. Il avait déjà compris ce que Sang-cheol insinuait. Son regard se déplaça tandis qu'il autorisait une discussion sur l'utilisation de cette exception. Sang-cheol ne cacha pas sa surprise. Joo-yeok avait fait exactement ce qu'il avait annoncé. Il comprit immédiatement que si Joo-yeok lui avait posé des questions auparavant, c'était parce qu'il savait exactement ce qu'il allait faire. Démolir tout le monde et terminer le deuxième tour plus tôt. Quel gamin terrifiant, pensa-t-il. Plus tard, tout le monde quitta la salle de surveillance. Sang-cheol marcha dans le couloir aux côtés de Jack, l'instructeur principal de l'académie américaine. Les héros. Jack posa une main sur l'épaule de Sang-cheol et déclara que les héros avaient accepté de passer à la manche suivante. Mais il restait encore un obstacle, l'approbation de l'académie chinoise. Le lotus blanc. Jack ajouta sa propre analyse, basée sur l'observation plutôt que sur l'admiration. Après avoir observé les 2 premiers jours, il n'avait aucun doute, le résultat ne changerait pas, quoi qu'il arrive. Valhalla avait produit quelque chose de terrifiant cette année. Un monstre. Et maintenant, il comprenait enfin pourquoi Sang-cheol n'avait jamais envisagé une seule fois que Joo-yeok puisse perdre dès le premier tour. Sang-cheol ne protesta pas. Il n'expliqua rien. Il hocha simplement la tête une fois et répondit, calmement. Compris. Ailleurs, dans les toilettes, l'équipe de Valhalla se tenait ensemble. Ni affaissé. Ni essoufflé. Ni épuisé. Il n'avait même pas levé le petit doigt pour cette victoire. Yu Solien nettoyait son épée, mais son attention n'était pas sur la lame. Elle ne pouvait pas s'empêcher de repasser la scène dans sa tête. Monstre. C'était le seul mot qui convenait. Insensé. Elle avait prévu de prendre la tête de cette épreuve. Elle n'en avait pas été capable. Et comme si cela ne suffisait pas, la veille, Choi Aren l'avait battue nettement en combat. Des rumeurs disaient que Choi Aren était entraîné par Kim Joo-yeok lui-même. Cette pensée s'enfonça profondément. À ce rythme, elle ne prenait pas simplement du retard. Elle était laissée derrière. Cette réalisation lui serra la poitrine, et pour la première fois, elle se demanda si la fierté était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Est-ce qu'il accepterait aussi de l'entraîner? L'idée resta là, inconfortable et tentante. Le moment fut brisé lorsque le système sonore de l'école grésilla. Une annonce résonna dans les couloirs, l'épreuve de survie prévue pour demain, la survie dans le labyrinthe, était avancée. À aujourd'hui. Avant même que quiconque ne puisse assimiler l'information, Joo-yeok fit un pas en avant, visiblement heureux, et déclara qu'il avait quelque chose à annoncer. Sa voix portait facilement. Il déclara, simplement, qu'il se rendrait directement au centre de la forêt.
seul. Les autres devraient se débrouiller seuls. S'il rencontrait des problèmes, il pouvait l'appeler. Il les aiderait. L'irritation de Yu Soyin éclata instantanément. Encore un numéro en solo. Elle savait déjà qu'il réussirait. Il avait remporté les 2 premières épreuves tout seul. Alors pourquoi insistait-il pour tout faire seul? Sa bouche s'ouvrit. Elle voulait dire quelque chose. N'importe quoi. Zhu Yeok pencha légèrement la tête et la regarda. Il lui demanda si la fille qui parlait trop n'allait pas enfin dire ce qu'elle voulait dire. Ce qui ne fit qu'aggraver les choses. Elle répliqua sèchement, demandant pourquoi il lui donnait toujours des surnoms pour réaliser aussitôt qu'en protestant, elle les confirmait. Pendant ce temps, Aren, qui observait la scène, trouva le surnom plutôt mignon. Le moment passa, maladroit et irrésolu. Peu après, tout le monde se rassembla devant la porte menant au centre de la grande forêt. La voix du président retentit à nouveau, annonçant le début de l'épreuve finale. Comme auparavant, tout serait retransmis sur l'écran magique du stade. Au cœur de cet endroit se trouvait un labyrinthe unique au monde. Une forêt dense où la pluie ne cessait jamais de tomber. Où le danger attendait en permanence, invisible. Les règles furent expliquées avec soin. Chaque participant serait évalué selon la manière dont il survivrait à partir du moment où il entrerait. Après 5 heures dans la forêt, plus leur état serait proche de celui du départ, plus leur score serait élevé. Les combats de groupe étaient interdits. Sur ce, l'épreuve commença. Et tandis que les étudiants pénétraient dans la forêt sous la pluie incessante, 2 silhouettes se cachaient ailleurs dans un entrepôt abandonné à l'intérieur de l'académie. Ils attendaient le 3e jour, car ils avaient un travail à accomplir. Apprendre que l'épreuve avait été avancée força un changement de plan. Une femme arriva pour les en informer. Olia. La mission était avancée. Aucun retard. Olia utilisa sa capacité et, en un instant, ils furent téléportés ailleurs. Et à cet instant précis, la salle de surveillance sombra dans la confusion. Toutes les caméras à l'intérieur de la forêt s'éteignirent simultanément. Les instructeurs s'agitèrent, incapables d'identifier une panne ordinaire capable de provoquer un arrêt aussi total. Quelqu'un marmonna qu'on avait peut-être oublié de payer la facture Internet. Un autre ordonna de contacter le fournisseur et la sécurité des portails. Les plaisanteries cessèrent rapidement lorsque la réalité s'imposa. Si les caméras étaient hors service, les étudiants pouvaient être en réel danger. La décision fut prise. Les instructeurs entreraient dans la forêt et mettraient fin à l'épreuve. Ils se précipitèrent vers la porte. Ce qui les attendait n'était pas un dysfonctionnement. C'étaient des décombres. À l'intérieur de la forêt, la pluie s'abattait sans relâche tandis que les étudiants se regroupaient, attendant que le temps passe. Mélissa jeta un coup d'œil à Ivella et parla à voix basse. Ivella n'allait pas bien. Elle était trempée, grelottante, mais refusait de se plaindre. Elle ne voulait ralentir personne. Logan le remarqua quand même. En tant que chef d'équipe, il n'ignora pas les signes. Il leur ordonna de construire un abri, de sortir de la pluie. Il comptait utiliser sa capacité pour modifier le sol et bâtir l'abri sur une surface plane. Il retroussa ses manches, se préparant à activer Destruction. C'est alors que quelque chose apparut devant lui. Une sphère noire et violette flottait dans l'air. Et de celle-ci sortirent 3 silhouettes. Un homme chauve au regard glaçant parla en premier, déclarant que Zhu Yeok devait accepter son destin et mourir rapidement. Mais ensuite, il vit l'homme qui se tenait devant lui. Il cria sur Olia. Ce n'était pas la cible. Olia répondit immédiatement, la téléportation s'était verrouillée sur la première source de mana suffisamment puissante. Logan avait tout entendu. Il voulait tuer Zhu Yeok. Peut-être étaient-ils des utilisateurs de magie noire? Avant qu'il ne puisse réagir, Lisa ordonna sèchement à l'homme chauve de se dépêcher et de ne laisser aucun témoin. Logan bougea le premier. L'énergie afflua dans sa main lorsqu'il activa Destruction, avançant en criant que cette compétition n'était pas un endroit pour des vers utilisant la magie noire. Al se contenta de sourire, et la douleur explosa dans le dos de Logan. Une lame. Par derrière. Al parla calmement, demandant qui Logan pensait traiter de vers.
Logan chancela en avant, le choc envahissant ses pensées. Quand était-il arrivé là? La voix d'Al suivit, presque pédagogique. Il lui dit de regarder devant lui pour comprendre. Logan réalisa la vérité trop tard. Des clones d'ombre. 2 fois le même homme, au même moment. Peut-être que Logan n'avait pas regardé assez d'animes pour connaître un certain blond qui utilisait le jutsu des clones d'ombre. Tu aurais dû, Logan. C'est de ta faute. Puis Al bougea à nouveau. Un autre coup porta. Mortel. Al le corrigea nonchalamment, sa capacité était la duplication, pas le jutsu des clones d'ombre. C'était une autre série. Le corps de Logan s'effondra lourdement au sol, dans un bruit final. Lisa demanda s'il était mort sur le coup. Non. Il se vidait de son sang. Al voulait lui offrir une mort lente. Mais à cet instant précis, un cri déchira la pluie. Ivella était là, juste à côté du corps de Logan. Son souffle se bloqua alors qu'elle fixait, pétrifiée, quelqu'un en train de mourir devant elle. La fille de D1 ordonna de continuer l'exécution. Aucun témoin. Il devait traquer la véritable cible avant que quiconque n'interfère. Al accepta avec enthousiasme et se dirigea rapidement vers elle, couteau en main, souriant comme toujours. Pendant ce temps, Juyeok courait à travers la forêt, la pluie lui fouettant la vue. Le système l'avait poussé vers la maison de Madegaya Rona, mais il doutait qu'il y ait autre chose que des arbres à perte de vue. Puis il sentit autre chose. Les étudiants américains. Il les trouva. Ou plutôt, ce qu'il en restait. Une fille blonde se tenait seule, la dernière encore debout. Des corps jonchaient le sol autour d'elle. Lisa se frotta le visage, frustrée, en remarquant qu'une autre personne approchait. Encore un témoin. Al fronça les sourcils, sincèrement confus maintenant. Pourquoi venaient-ils tous un par un? Puis il le vit. Ce n'était pas un invité au hasard. C'était Kim Juyeok. Lisa et Al réagirent de la même façon au soulagement, presque satisfaction. Enfin, la cible était venue à eux au lieu de les forcer à la traquer. Al éclata de rire. Voilà donc pourquoi il n'avait pas pressé les meurtres. Juyeok avait dû entendre les cris et entrer seul dans la forêt. Volontairement. Kim Juyeok remarqua qu'il l'avait désigné comme la cible. Et même en sachant cela, il resta calme. Son regard balaya les blessés au sol. Il ne pouvait pas ignorer ça. Il dit à la fille blonde de s'occuper de ses amis. D'arrêter les saignements. Il pouvait encore survivre. Il remarqua que les blessures avaient été intentionnellement non mortelles. Des morts lentes. Des sauvages. Avant de se battre, il posa des questions. Maintenant, son humeur était ruinée. Pourquoi faire ça? S'il s'était glissé jusqu'au centre de la grande forêt, il les aurait éliminés rapidement et serait passé à autre chose. Al, confus, éclata de rire, le traitant de gamin gâté pour penser qu'il pouvait poser des questions. L'entrée était détruite. Les drones avaient disparu. Aucun enseignant n'arrivait. Il était coincé dans le labyrinthe. C'était censé le terrifier. Mais au lieu de ça, Juyeok pensa simplement au temps. Il ne lui restait qu'une heure. Il était déjà irrité d'avoir fait tout ce chemin pour finir trempé par la pluie, avec à peine une heure au compteur. Et quelque part dehors, quelqu'un n'avait toujours pas cliqué sur le bouton j'aime. Al était déjà confus, mais après avoir entendu ça, il était sûr que Juyeok avait perdu la tête. Ce qu'il marmonnait n'avait aucun sens. Alors Al cessa d'essayer de comprendre. Il sortit son couteau. Et se prépara à en finir. Puis l'attaque arriva. 2 directions. Coordination parfaite. Aucune échappatoire. Mais l'instant suivant, il planta sa lame dans le sol. Kim Juyeok avait disparu. Il le chercha aussitôt, scrutant la forêt autour de lui. Mais la voix de Kim Juyeok résonna ailleurs, les avertissant qu'ils étaient désormais dans de gros ennuis. Un coup fracassa le nez de l'homme chauve, l'envoyant voler à plusieurs mètres sous la pluie avant qu'il ne s'écrase contre un arbre. Les autres n'eurent même pas le temps de comprendre ce qui se passait avant que Juyeok n'apparaisse derrière eux. Et un seul coup les mit hors d'état de nuire.
Ils s'effondrèrent lourdement, mous, inutiles. Zhu Yeok ordonna de nouveau à la fille blonde, soigne-les. Si tu n'y arrives pas, cours vers l'ouest. Trouve des étudiants de Valhalla. Obtiens de l'aide. La pluie se mêlait à ses larmes tandis qu'elle s'agenouillait, les mains brillantes, essayant de soigner ses coéquipiers. Elle se réveilla rapidement. Il vit ses partenaires inconscients et demanda ce qui leur était arrivé. Puis il vit Zhu Yeok debout là, le fixant. Une autre chance. Un meurtre. Puis s'échapper. Zhu Yeok l'arrêta avec une question. Qui avait donné l'ordre? L'homme chauve refusa. Un assassin qui parlait ne valait rien. La patience de Zhu Yeok s'amenuisa. D'ordinaire, les utilisateurs de magie noire finissaient toujours par parler. Il verrait si celui-ci était différent. Elle avait été pris au dépourvu la dernière fois, mais cette fois, il prenait la situation au sérieux. Son clone apparut derrière Zhu Yeok, l'âme prête à frapper mortellement. Zhu Yeok esquiva sans même regarder. Le clone se brisa. Zhu Yeok le traita de lâche pour toujours attaquer par derrière, puis avança et enfonça son épée droit vers son visage. Mais cette fois, elle réussit à esquiver. Cependant, il n'avait pas pensé à autre chose. Un coup de coude. Un os craqua. Le sang jaillit. Chancelant. Étourdi. Le chasseur et la proie avaient échangé leur rôle. Et la pluie continuait de tomber. Il continua d'insister fort, avec assurance qu'il était impossible de perdre face à un gamin. Pas improbable. Pas humiliant. Impossible. Ce qui est hilarant, car il disait ça en fixant précisément le gamin qui transformait l'impossible en passe-temps depuis toute la journée. Zhu Yeok demanda une dernière fois le nom du commanditaire. Et l'homme chauve persista. Alors Zhu Yeok cessa de demander. Il commença à frapper. Pas de discours dramatique. Pas de rituel. Juste une décision prise en une seconde où la conversation s'arrêta et où la douleur commença. Son corps arracha la réponse à l'ancienne, un impact colossal, une force qui ne punissait pas seulement la chair, mais faisait paraître la forêt elle-même fragile. Les arbres se déchiraient comme du papier sous l'onde de choc. Le temps passa assez pour que les instructeurs progressent dans la forêt et atteignent les étudiants en suivant le bruit. Ce n'était pas discret. Ils suivirent la destruction. Ils arrivèrent et trouvèrent deux groupes réunis, le groupe américain et le groupe coréen. Les Américains étaient dans un sale état. Vraiment mal. Pas le genre, on est fatigué. Le genre, quelque chose s'est passé et ce n'était pas juste. L'attention de Jacques se fixa immédiatement sur eux. Visiblement inquiet, il demanda ce qui s'était passé. Logan et les autres ne pouvaient pas se lever, mais ils étaient en vie. Ils allaient bien au sens le plus technique du terme, ils respiraient encore, ils étaient là. Logan répondit qu'ils avaient été attaqués par surprise des criminels. Deux femmes et un type chauve bizarre. Sanchéol écouta, les yeux se plissant à mesure que la description prenait forme. En jugeant qu'ils étaient trois, il les identifia, les trois tueurs. Et à l'instant où il prononça ce nom, l'atmosphère changea. Parce que si c'était vrai, ce n'était pas un simple accident survenu durant une épreuve. Sanchéol posa immédiatement la question suivante. Où étaient les assaillants maintenant? Logan ne pointa pas devant lui. Il pointa simplement sur le côté comme s'il était trop fatigué pour un geste dramatique. Les trois criminels étaient déjà là. 3 corps. Et leur état rendait la scène profondément dérangeante. Pas dans le sens, quelqu'un est mort. Plutôt comme si l'environnement lui-même avait été frappé. Le sol semblait avoir été percuté depuis le ciel. Comme si une météorite était tombée, choisissant la violence spécifiquement contre ces 3 personnes. La fille de D1 et l'homme chauve? Anéantis. Et le plus terrifiant n'était pas seulement que des assassins professionnels aient pénétré la zone d'épreuve de l'académie. C'était que Kim Zhu Yeok les avait vaincus. Lee Sanchéol n'arrivait même pas à l'évaluer correctement. Il n'existait aucune échelle claire pour ce qu'il voyait. Il devenait impossible de juger la véritable force de ce garçon, car l'épreuve était trop extrême et trop rapide pour être traitée avec une logique d'étudiant.
Logan ajouta quelque chose qui rendit la situation encore pire. Avant de perdre connaissance, il avait vu Ju-Yeok se battre pendant quelques secondes seulement. Juste quelques secondes. C'était tout ce qu'il avait fallu pour comprendre que c'était autre chose. Les criminels ne pouvaient même pas le toucher. Puis il eut une autre réalisation, Ju-Yeok n'avait même pas utilisé la moitié de sa force en les affrontant. Ils avaient tous pensé que Logan était le plus fort parmi les lycéens. Ils ne le pensaient plus. Toute l'arrogance contenue dans cette croyance avait disparu. Complètement. Sans même laisser place au déni. Jack intervint, car s'il ne le faisait pas, la confiance de Logan allait s'effondrer plus violemment que ses jambes. Il lui dit de se ressaisir. Ju-Yeok était une anomalie et quelque chose en dehors de toute catégorie normale que Jack avait pu observer. Mais Logan restait exceptionnel. Puis Sanchéol revint au vrai problème, car l'histoire ne laissait à personne le temps de digérer émotionnellement ce qui se passait. Ils étaient 3. Alors où était la troisième femme? Alors que la question flottait dans l'air humide, quelque chose tomba lourdement au sol à proximité, un bruit assez fort pour trancher la tension. Tout le monde se tourna vers la source. Et c'est à ce moment-là que le protagoniste apparut, traînant la troisième femme avec lui vivante, capturée, amenée comme une preuve. Il cherchait à découvrir qui ce... Sanchéol lui demanda s'il était blessé. Pas sûr. Ju-Yeok répondit que non. Sanchéol hocha la tête, soulagé, et dit qu'il comprenait. Quoi qu'il se soit passé ici, ils entendraient les détails une fois de retour. Les instructeurs passèrent en mode triage. On allait s'occuper des étudiants blessés. Les emmener à l'hôpital. Et avec cette décision, tout devint officiel. La compétition étudiante était terminée. Pas parce que le temps était écoulé. Parce que la réalité avait brisé les règles. Cette nuit-là, dans le dortoir de l'académie, le protagoniste sortit du bain avec une démarche qui criait « Aujourd'hui m'a pris des années de vie ». Il ne boitait pas. Il ne s'effondrait pas. Mais l'épuisement était là. Il appela ça pour ce que c'était une journée vraiment infernale. Brass, toujours présent, proposa une explication, peut-être parce qu'il avait utilisé du mana aujourd'hui, et aussi parce qu'il avait vaincu 3 criminels. Ce qui est une façon très tranquille de décrire quelque chose qui offrirait à un étudiant normal un pack traumatisme à vie. Malgré tout, le protagoniste était satisfait. Satisfait, ce n'est pas du soulagement, ce n'est pas du bonheur, c'est la satisfaction froide de quelqu'un qui avait un objectif, s'est battu contre le temps, et n'a pas échoué. Il regarda la fenêtre du système et le vit clairement. Il avait rempli les conditions. Il avait atteint l'objectif. Il avait récupéré la perle de la maison de Madegaya Rona. Il la fixa, puis se demanda honnêtement comment un truc aussi énorme avait pu tenir dans sa poche. Mais ça tenait. Et le fait que ça tienne importait moins que ce que ça représentait. Il s'était battu contre le temps lui-même. Et ce n'était pas facile. Cette difficulté rendait la réussite plus lourde. Méritée. Puis l'histoire le ramena en arrière jusqu'à la chaîne d'événements qu'il avait menée au centre de la forêt. La femme capturée se réveilla après avoir été assommée. Quand elle ouvrit les yeux, elle n'eut pas le temps de se repérer. Le protagoniste lui ordonna de se lever. Aucun réconfort. Aucun « ça va ». Il voulait des réponses. Il lui demanda quel était son pouvoir. Il avait entendu plus tôt qu'ils poursuivaient une cible, qu'ils étaient des assassins. Et en voyant leur formation à 3, et le fait qu'elle se tenait derrière les 2 autres, il avait déjà une théorie, cette fille était le soutien. Alors quel était exactement son rôle? La femme était furieuse. Elle refusa de révéler quoi que ce soit. Elle parlait comme quelqu'un qui croyait encore que la mission n'était pas vraiment terminée, comme si elle pouvait encore s'enfuir. Elle tenta de se téléporter. Et sa magie de téléportation fut interrompue par Ju-Yeok. La femme n'arriva même pas à comprendre sur le moment. Son esprit se figea sur un seul fait, sa magie avait été stoppée en plein processus par ce gamin. Ça n'était pas censé être possible. Le protagoniste ne réagit pas comme si c'était mystérieux. Il réagit comme si c'était une information.
Il la remercia, disant qu'il lui suffisait de voir la magie une seule fois pour comprendre comment elle fonctionnait. Elle passait à travers une sphère noire. Cette sphère divisait l'espace et lui permettait de se téléporter, c'est bien ça? Il commenta presque avec admiration que c'était utile. Puis il lui dit qu'il avait besoin de son aide, maintenant. Il avait quelque chose à trouver. Et si elle l'aidait, elle pourrait garder toutes ses dents. Ce n'était pas une métaphore. C'était une négociation construite avec des menaces et du pragmatisme. Et ça marcha. C'est comme ça qu'il trouva le centre de la grande forêt. Après coup, Brass fit une remarque assez tranchante pour piquer, Juyeok n'avait pas tenu sa promesse de ne rien lui faire s'il trouvait ce qu'il cherchait. Le protagoniste ne se justifia pas. Il dit que c'était sa faute, parce qu'il lui avait demandé qui était leur commanditaire, et qu'elle avait refusé de parler, alors il avait dû insister. Insister, dans ce contexte, voulait dire arracher la vérité à une bouche qui voulait rester fermée. D'après ce qu'il savait des 3 tueurs, et d'après ce qu'il avait vu aujourd'hui, il fit une déduction. Ça ne pouvait être que ce ver de Rockdale. C'était sa conclusion. Et si le clan Ventric faisait comme la dernière fois, alors il ferait la même chose encore. Nier et passer à autre chose. Alors il calcula la menace comme un homme qui compte les secondes avant une catastrophe inévitable, et il conclut qu'il ne restait qu'un seul choix. Peut-être devait-il éliminer la famille entière. Pas vaincre Rockdale. Pas les dissuader. Effacer la source de la menace. Mais au moins, il avait obtenu la perle. Après avoir récupéré la perle, la prochaine exigence du système était cruelle d'une manière plus silencieuse, affronter ses souvenirs perdus à travers des rêves. Mais cela souleva une question. Devait-il dormir pour ça? Brass le pensait. Il croyait aussi autre chose: si Juyeok récupérait ses souvenirs, Brass pourrait récupérer les siens aussi. Alors Juyeok éteignit les lumières et se prépara à dormir. Ferma les yeux, prêt à ce qui allait venir. Et dès que le sommeil le prit, il le traîna tout droit dans la nuit où il mourut. Il l'a revécu, après la bataille épique qui avait sauvé le destin de la Terre, la tour fut détruite et les débris le tuèrent. Ce dont il se souvenait au-delà de ça restait flou, parce que c'était ce que racontaient les histoires. C'était ce que le monde savait. Mais le rêve montra autre chose. Quelque chose que personne ne connaissait. Juste avant sa mort, le temps s'arrêta. Pas ralenti. Arrêté. Et dans cette immobilité, quelqu'un apparut, une présence mystérieuse qui n'était qu'une ombre. Aucun visage. Aucune chaleur. Juste la forme de quelque chose qui l'observait. L'ombre parla. Elle dit à Juyeok qu'elle prendrait grand soin de son nom et des noms de ceux qui l'avaient protégé dans ce monde. Puis elle disparut. Le temps reprit. Les débris achevèrent ce qu'ils avaient commencé. Et c'est ainsi que le héros légendaire prit fin. Juyeok se réveilla du rêve avec le genre de confusion qui te fait fixer tes propres mains, juste pour vérifier que tu es encore vivant. Il se demanda si c'était un rêve ou la réalité. Est-ce que c'était vraiment ses souvenirs perdus? Est-ce que ça s'était passé comme ça? Il se tourna vers Brass, voulant savoir s'il se souvenait de quelque chose lui aussi. Et la réaction de Brass en disait assez, oui. Brass dit qu'avant, il était un tigre. Juyeok s'arrêta sur ça. Vraiment arrêté. Puis il demanda si c'était vraiment ça, si Brass avait été un animal dans sa vie passée. Brass répondit, et sa réponse avait du caractère, pas ce genre de tigre. Juyeok se demanda si Brass avait vu ce type aussi. L'ombre? Et il lui demanda s'il avait vu quelqu'un emporter un nom. Brass ne s'en souvenait pas. Alors Juyeok resta là, dans l'après-coup d'un rêve qui pouvait être de l'histoire, pouvait être de la folie, et pouvait être les deux. Puis un panneau du système réapparut. De nouvelles informations apparurent, une salle secrète dans le grand palais d'Aala. Le système voulait qu'il s'y rende et qu'il regarde la vérité. Il ne savait pas si c'était la dernière mission ou non. Il ne savait pas si, la vérité, signifiait une conclusion, ou un autre problème déguisé en récompense. Mais il décida quelque chose de simple. Après l'entraînement d'aujourd'hui, il demanderait au professeur des informations sur cet endroit. Plus tard, pendant l'entraînement physique,
Choi Aren était à côté de lui comme toujours. Le type musclé était là aussi, soulevant des poids comme si la gravité l'avait insulté personnellement et qu'il se vengeait. Et puis la surprise arriva. Yu So-yeon apparut. Pour la première fois. Et elle eut le courage de demander pourquoi le grand costaud était même ici. Ce qui, oui. Cette question mérite une seconde de silence. Parce que où ailleurs un tas de muscles devrait-il être? Dans une bibliothèque? Ozzy-Yuk lui renvoya la question. Pourquoi était-elle ici, elle? Et ça toucha son point sensible avec une précision telle que ça lui arracha la vérité. Elle avoua qu'elle venait pour la même raison que Joo Ye-ok. Elle voulait s'entraîner avec lui. Le grand costaud la corrigea immédiatement. Il n'était pas là à cause de Joo Ye-ok. Mais il la comprenait quand même, parce que ce n'était pas seulement une histoire de Joo Ye-ok qui la dépassait. C'était une histoire de Choi Aren. Yu So-yeon avait perdu contre Aren, elle aussi. Et cette défaite restait comme un bleu qu'elle ne pouvait pas cacher. Elle confirma ses soupçons. Dans leur combat, Yu So-yeon était la favorite. Elle croyait être la deuxième plus forte. Mais Aren était plus résistante et sa puissance d'attaque était encore plus élevée. Aren traversait les attaques de Yu So-yeon sans hésitation, comme si elle ne négociait pas avec elle, elle les effaçait, une par une. Yu So-yeon tenta d'utiliser sa technique la plus puissante. Aren la surpassa par la technique. Et avant même de porter le coup final, Aren prouva qu'elle était supérieure sur tous les plans. Ce n'était pas un match serré. C'était une victoire totale. Yu So-yeon relia les points. Aren était devenue plus forte parce qu'elle s'était entraînée avec Joo Ye-ok. Et maintenant, en regardant Aren travailler dur à la musculation juste à côté d'eux, Yu So-yeon pouvait voir l'influence clairement. Quoi que fasse Joo Ye-ok, quel que soit l'entraînement qu'il donne, ça marche. Yu So-yeon voulait apprendre à s'entraîner. Et même si Joo Ye-ok était expert là-dedans, elle pensa qu'il valait peut-être mieux demander conseil directement à Ozzy-Yuk. Mais la honte est un parasite. La dernière fois, elle n'avait pas réussi à lui parler. Pas un seul mot. Pourtant, elle savait que c'était la bonne décision. Alors elle bougea. Elle le regarda, debout là. Elle était prête à demander. Puis Joo Ye-ok l'appela encore, petite bavarde. Et voilà où son orgueil venait de se prendre un deuxième coup, gratuit. Elle y pensa encore, il l'appelait vraiment comme ça. Mais cette fois, elle ne recula pas. Elle l'accepta, ravala sa honte, et décida de continuer quand même. Elle lui dit directement, il entraînait Choi Aren, et elle voulait de l'aide aussi. Et bien sûr l'univers ne pouvait pas lui laisser un moment propre. Le professeur interrompit. Il appela Joo Ye-ok. Quelqu'un l'attendait. Quand Joo Ye-ok aurait fini l'entraînement, il pourrait aller la voir. Et le professeur ajouta un détail de plus tranchant, dramatique, suspect, cette personne voulait vraiment le voir. Joo Ye-ok ne savait pas qui c'était. Aucune idée. Alors il décida d'y aller tout de suite. Et une fois de plus, Yu So-yeon fut coupé au milieu de son pas, au milieu de sa phrase, au milieu de son courage. Cette fois, la honte frappa plus fort. Comme si, pour une fois, elle avait levé la main en cours, et que le professeur l'avait ignorée. Mais alors, le protagoniste la surprit. Il dit à la petite bavarde que si elle voulait s'entraîner, elle pouvait demander à Choi Aren sa routine et la suivre. Et si elle travaillait dur, il pourrait l'entraîner aussi. Pas une promesse. Pas un refus. Une porte laissée entr'ouverte. Pendant ce temps, l'instructeur principal refusa de révéler qui était la personne qui l'attendait. Il maintenait le suspense comme si c'était une arme. Joo Ye-ok essaya d'obtenir la réponse avant d'arriver à la salle. L'instructeur dit seulement ceci, si Joo Ye-ok réfléchissait bien, ça ne pouvait être qu'une seule personne. Joo Ye-ok se fit une idée. Ils atteignirent la salle. Et à l'instant où il entra, il sut. Son intuition était juste. C'était Rokdil Ventrik qui l'attendait. Et il avait l'air lamentable. Lamentable comme quelqu'un que les conséquences ont traîné sur le sol et qui a perdu chaque manche. Joo Ye-ok entra sans s'illuminer. Pas même la satisfaction de voir un ennemi humilié.
Il avait l'air d'un homme qui avait déjà eu une longue journée, et à qui on venait de refiler un problème supplémentaire avec des jambes. Rockdale, lui, avait fini d'attendre. Malgré toute l'arrogance qu'il portait comme une couronne depuis le premier jour, il l'abandonna. Il s'agenouilla. Puis il s'abaissa encore plus, se jetant au sol en suppliant qu'on lui pardonne, le répétant encore et encore comme si la répétition pouvait réécrire l'histoire. À côté de lui, comme toujours, il y avait Uriah. Elle était là comme un meuble, présente, silencieuse, traitée comme un élément du décor plutôt que comme une personne. Rockdale continua de supplier. « S'il te plaît, aide-moi. » Encore et encore. Juyeok ne savait même pas encore de quoi il s'agissait. Il jeta un regard vers l'instructeur et lui demanda s'il savait pourquoi Rockdale était là. Sancheol le regarda comme si Juyeok le savait déjà. Puis il le dit. Rockdale était celui qui avait engagé les 3 assassins de Wan Devoté. L'effet fut immédiat, le corps de Rockdale se figea. Comme si l'air s'était transformé en glace le long de sa colonne vertébrale. Sancheol ne s'arrêta pas là. Il lui rappela que ce n'était même pas la première tentative de Rockdale. La première fois qu'il y avait eu une embuscade visant Juyeok, Rockdale l'avait orchestrée et s'en était sorti proprement. Et maintenant, il venait de commettre le même crime, encore. Sauf que cette fois, ça ne restait pas silencieux. C'était rapporté partout. La réaction de Juyeok n'était pas la surprise, parce que c'était lui qui avait, encore une fois, fait fuiter l'information. Mais il se demanda quand même si tout ça avait la moindre importance, parce qu'il croyait que la famille Ventric allait simplement étouffer l'affaire, choyer Rockdale, et enterrer le problème sous l'argent et l'influence comme toujours. Sancheol lâcha la phrase suivante comme s'il savourait le son. La famille Ventric l'avait expulsé. C'était pour ça que Rockdale était ici. C'était pour ça qu'il avait cet état-là. C'était pour ça qu'il était à genoux, à supplier, comme un homme qui venait enfin de comprendre ce que c'était, l'absence de filet de sécurité. Sancheol expliqua davantage, ce n'était pas seulement Rockdale. Le père de Rockdale avait été expulsé aussi. Et contrairement à avant, les Ventric n'avaient même pas essayé de couvrir la nouvelle. Aucun habillage. Aucune protection. Aucun contrôle des dégâts. Juyeok reporta son attention sur Rockdale et s'adressa à lui directement, comme s'il parlait à quelqu'un qui n'avait déjà plus d'options. Maintenant qu'il n'avait plus de protection, et qu'il ne lui restait plus que la prison, comment Rockdale pensait-il exactement que Juyeok pourrait le sauver? Cette question frappa Rockdale comme une bouée jetée à un homme en train de se noyer. Ses yeux s'illuminèrent de désespoir. Il cria qu'il y avait une chance. Et c'était la plus pitoyable des chances, le témoignage de Juyeok. Rockdale dit que c'était ça, le plus important. Juyeok l'entendit et ne montra aucune réaction. Comme si les mots rebondissaient sur une armure. Rockdale le supplia de dire quelque chose, n'importe quoi, de prétendre qu'il était innocent. De prétendre que rien ne s'était passé. La demande était absurde. Le genre de demande que seul quelqu'un d'assez désespéré tenterait. La réponse de Juyeok fut simple. Il dit qu'il n'était pas d'humeur. Rockdale supplia encore. S'excusa encore plus. Juyeok n'en voulait pas. Alors Rockdale pivota encore parce que quand un homme n'a plus de dignité, il commence à lancer des offres comme des fléchettes dans le noir. Il proposa de l'argent. L'instructeur entendit ça et se mit immédiatement en colère. Mais Juyeok n'y pensa même pas. Pas une hésitation. Rockdale paniqua. Il n'avait aucune idée de ce qui pourrait marcher. Alors il attrapa sa propriété par le bras. Puis il l'offrit. Comme ça. Si Juyeok voulait posséder la fille, Rockdale la lui donnerait. Il essaya d'emballer ça comme un cadeau stratégique. Il dit qu'elle venait de la famille royale d'Angleterre, et que la posséder donnerait du statut à Juyeok et l'aiderait à gagner en pouvoir. Et parmi toutes les offres désespérées que Rockdale avait jetées au sol, celle-ci finit enfin par réveiller quelque chose chez Juyeok. Pas la cupidité. Le dégoût. Parce que Rockdale le disait avec une telle facilité. Comme si c'était un objet. Juyeok ne pouvait pas ignorer la façon dont le visage de Rockdale revenait à celui qu'il portait toujours. Le familier. Rockdale l'énonça clairement, la fille était vraiment sa propriété. Donc c'était naturel, pour lui,
de la vendre, de l'utiliser, de l'échanger. Puis il montra son cou. Il y avait une marque. Un sceau. Une preuve de propriété. Rogdil agissait comme s'il présentait un reçu. Il demanda à Jouyeok ce qu'il en pensait. Et il ajouta que si Jouyeok le voulait, il pouvait transférer la propriété maintenant. Et laissez-moi faire une pause ici parce que l'histoire elle-même fait une pause ici dans un cri silencieux. Sceller quelqu'un de cette manière est interdit. Tabou. Un sort qui empêche la personne d'agir contre son propriétaire. Et ce n'est pas quelque chose qu'une personne normale peut faire. Alors la question resta suspendue dans la pièce, lourde et hideuse, il a réduit quelqu'un en esclavage comme ça? Comment? Jouyeok n'en pouvait plus. Il ne pouvait pas laisser ça flotter dans l'air comme une simple offre commerciale. Sa voix s'assombrit lorsqu'il dit que des gens comme Rogdil existaient depuis longtemps, des gens qui utilisaient des sorts interdits sur les autres, pour le mal. Puis il bougea. Il posa sa main sur la fille et utilisa son mana. La fille sentit qu'il faisait quelque chose, mais elle ne savait pas quoi. Pas encore. Elle sentit seulement que quelque chose arrivait à son corps. Le pouvoir de Jouyeok traversa le sceau. Et lorsqu'il le retira, la fille comprit en temps réel ce qu'il faisait parce qu'elle sentit la magie se briser. Lentement, la marque s'effaça. Lentement, le sceau disparut. Et à cet instant, Rogdil ne perdit pas seulement une propriété. Il perdit sa possession la plus précieuse. Jouyeok regarda Sanchéol droit dans les yeux et lui demanda calmement, presque poliment s'il pouvait autoriser un coup de poing. Juste cette fois. Sanchéol, par principe, ne tolérait pas que des étudiants enfreignent les règles. La violence entre étudiants était interdite. Mais la seconde suivante, Sanchéol regarda Rogdil et fit la distinction qui changea tout. C'était différent quand l'autre était un criminel. Et en plus, il ne faisait plus partie de la famille Ventrique. Donc Valhalla n'avait pas à s'en inquiéter. Alors il l'autorisa. La décision fut prise sur le champ, pendant que Rogdil regardait, incapable de réagir assez vite pour empêcher quoi que ce soit. Jouyeok fut presque gentil, il lui dit de serrer les dents pour ne pas se faire mal. C'était un avertissement contrôlé, comme si Jouyeok essayait d'éviter des dégâts collatéraux. Rogdil n'eut pas le temps d'en profiter. Le coup partit. Et il frappa si fort que Rogdil vola sur plusieurs mètres. Des dents partirent avec lui. L'impact ne négocia pas. Il arracha simplement l'arrogance du corps, physiquement. Plus tard, une fois la situation réglée, la voix de Brass commenta depuis l'intérieur de la tête de Jouyeok. Il avoua qu'il pensait que Jouyeok tuerait Rogdil cette fois-ci. Et il n'avait pas tort de le croire. Si c'était il y a 300 ans, Jouyeok l'aurait écrasé. La vérité sortit doucement, si Jouyeok s'était autant énervé, c'était parce que, par le passé, l'un de ses disciples avait été vendu comme ça à cause du même type de sceau. Et en plus de ça, lui aussi avait déjà été dans une situation similaire. Brass ne savait pas ça à son sujet. Il ne savait pas que le héros légendaire avait un jour été esclave. Mais avant que Brass ne termine sa phrase, la fille Lyria courut vers lui. Elle courut pour le remercier de l'avoir libéré. Sur le moment, elle n'avait pas pu lui parler, mais maintenant, oui. Elle lui dit qu'elle lui serait éternellement reconnaissante. Jouyeok coupa court immédiatement. Il lui dit qu'elle n'avait pas besoin de se soucier de rembourser quoi que ce soit, qu'elle ne devait pas le chercher pour essayer de lui rendre l'appareil, qu'elle devait retourner vivre sa propre vie, comme elle le souhaitait. Ces mots ne la touchèrent pas légèrement. Ils atteignirent son âme. Après avoir souffert aussi longtemps, elle avait pensé qu'elle ne ressentirait plus jamais ce genre de bonheur. Et là, tout lui tombait dessus d'un seul coup, la liberté, la permission, et l'absence soudaine de chaîne. Le lendemain, Jouyeok était au café du campus. Il rencontra la professeure Lilia pour obtenir des informations. Il demanda des détails sur le Grand Palais d'Aala. Elle répondit directement, il se trouvait en Chine. Plus précisément, c'était un labyrinthe appartenant à l'Académie du Lotus Blanc, en Chine. Jouyeok demanda immédiatement si c'était le même Lotus Blanc qui avait participé à la compétition. Elle confirma que oui. Cette confirmation le plongea dans ses pensées, parce que ça ajoutait une nouvelle couche de problèmes.
s'infiltrer dans un labyrinthe qui ne lui appartenait pas était un crime. Et le faire contre le lotus blanc rendait ça encore plus compliqué. Il se plaignit aussi intérieurement et à voix haute de l'idée même que les labyrinthes aient des propriétaires, de nos jours. À son époque, les labyrinthes étaient publics, ouverts à tous. Mais puisque les choses avaient changé, il se dit que ce serait peut-être mieux de tout détruire et d'entrer quand même. Ce serait peut-être plus rapide. Mais il ne voulait pas provoquer des problèmes et du chaos, parce que c'était une académie. Alors il revint à l'approche propre, et extraire des informations. Il lui demanda s'il existait un moyen d'accéder à ce donjon. Elle expliqua qu'il était ouvert aux étudiants de l'Académie du Lotus Blanc. Et tôt ou tard, il y entrerait lui aussi. Mais à peine eut-elle fini sa phrase qu'elle se couvrit la bouche comme si elle n'avait pas voulu laisser échapper ça. Puis elle reprit le contrôle et fit payer son étudiant. Il ne pouvait pas juste rester là à récolter des informations sans donner quoi que ce soit en échange. Elle voulait un paiement. 3 choses. Il devait lui dire 3 choses, et ensuite, elle partagerait plus de détails. Zhu Yeok n'hésita pas. Il se leva immédiatement, lui disant de profiter de son café toute seule. Évidemment, elle paniqua. Elle dit qu'elle allait lui dire, et qu'ensuite il déciderait si ça valait le coup ou non. Alors il se rassit. Zhu Yeok lui dit de continuer à parler, puisqu'elle essayait de gagner son respect. Ça la surprit, et elle baissa la voix, disant que ce qu'elle allait révéler devait rester secret. Alors elle parla plus doucement. Et elle le révéla. Le Grand Palais d'Aala serait l'un des stades du championnat du monde au second semestre. Zhu Yeok, toujours le même protagoniste, toujours en quête de certitude, demanda prudemment si c'était vraiment vrai. Est-ce que d'autres professeurs le savaient? Elle répondit non. Il demanda comment elle avait obtenu cette information. Ça sonnait comme de la frime. Elle répondit, elle avait un informateur. Zhu Yeok insista, s'assurant de bien comprendre ce qu'était réellement ce championnat du monde. Est-ce que c'était une compétition impliquant des écoles du monde entier? Elle dit oui, et elle expliqua la différence. La compétition de l'Académie avait opposé les 3 écoles les plus importantes de Corée, de Chine et des États-Unis. Le championnat du monde était plus grand comme les Jeux Olympiques. Pour n'importe qui d'autre, ça aurait sonné énorme. Pour Zhu Yeok, c'était une nouvelle source d'irritation. Il n'était même pas sûr de pouvoir y participer. Et même s'il le pouvait, c'était loin. Alors il demanda s'il existait un moyen d'y aller plus vite. Lilia, voyant à quel point il était déterminé à atteindre cet endroit, fut légèrement surprise. Mais elle admit qu'elle n'avait ni information ni contact avec le Lotus Blanc lui-même. Donc elle n'était pas sûre. Malgré tout, elle dit qu'elle essayerait de lui obtenir un accès. Mais il devait faire une chose pour elle. Elle lui demanda de l'accompagner à la Société internationale de recherche sur les monstres. Elle affirma que c'était un événement d'une journée, donc il ne devait pas s'inquiéter de perdre trop de temps. Et puis le temps passa. Mais finalement, ils étaient au nord de Londres, à Tottenham, là où se trouvait la Société internationale de recherche sur les monstres. Zhu Yeok arriva à l'entrée de l'événement déjà furieux. Parce qu'il venait de passer des heures à voyager pour ça. Et cette promesse une journée, était un mensonge, elle aussi. Lilia ignora ses plaintes et dit qu'ils étaient là pendant le week-end. Elle pourrait même prolonger son jour de congé à l'académie jusqu'à lundi. Zhu Yeok, qui ne croyait toujours pas à cette histoire, posa la vraie question, pourquoi était-il réellement ici? Lilia répondit en le plaçant dans une salle de test. Un monstre s'y trouvait. Et à cet instant, tout devint clair, on l'évaluait. On l'observait. On le mesurait. Il n'était pas là comme invité. Il était là comme preuve. Il était là pour valider l'article qu'elle écrivait. Et l'échange était simple, en échange de ces informations, il devait tuer des monstres pour elle. Le premier monstre arriva vite. Un sanglier si rapide que la salle n'eut même pas le temps de respirer. Il attaqua, prit un seul coup, puis disparut. Comme s'il n'avait jamais existé. Et Zhu Yeok comprit immédiatement que ce ne serait pas une petite démonstration bien rangée où il ferait 3 coups d'épée, signerait un papier et partirait. Parce que ce n'était pas seulement quelques monstres.
ça devint une heure entière à tuer différents types de monstres, les uns après les autres, ce genre de période où le temps cesse d'être du temps et devient un calendrier de punition. Le seul repère évident, c'était son corps, parce qu'au bout de 7 heures, il était fatigué. Fatigué comme on l'est quand on fait une seule chose sans arrêt, comme moi en train d'écrire ça, et que les seules pauses sont les secondes entre deux ennemis. Quand ça s'arrêta enfin, Ju Yeok se tourna directement vers la professeure Lilia, et il la questionna de nouveau. Parce qu'elle avait encore menti. Elle lui avait dit qu'il n'y aurait que 3 monstres. Alors pourquoi y en avait-il autant? Lilia ne cligna même pas des yeux d'une manière qui suggérait la culpabilité. Elle fit semblant de ne pas savoir de quoi il parlait, comme si l'heure écoulée n'avait pas eu lieu dans la même réalité qu'elle. Ju Yeok ne laissa pas passer. Il passa à la question suivante, c'était quoi cette ambiance? Dès qu'ils étaient entrés, les gens les regardaient bizarrement, tous les deux. Pas des regards distraits. Des regards étranges. Il lui demanda directement si elle s'était disputée avec ces gens. Ou si elle avait aussi tenté de les recruter comme assistants. Et à ce moment-là, la professeure arrêta enfin de jouer l'innocente. Elle révéla ce que c'était vraiment. Pendant des décennies, les gens de ce milieu avaient cru à certaines techniques et théories et des méthodes acceptées, des connaissances acceptées, des stratégies de chasse acceptées. Puis, soudainement, un article était apparu de nulle part, contredisant tout ce à quoi ces gens s'accrochaient. Ju Yeok comprit vite. Ces gens voulaient que le monde continue d'utiliser un savoir archaïque, moins efficace, l'exact opposé de ce que Lilia avait enseigné le premier jour. Mais il questionna quand même la logique de ce qu'ils venaient de subir. S'ils étaient en désaccord à ce point avec elle, pourquoi le fait qu'ils combattent des monstres avec une épée comptait-il? Pourquoi ne tuaient-ils pas eux-mêmes les monstres pour prouver leurs articles? L'expression de Lilia s'assombrit quand elle répondit. Parce qu'ils n'en avaient pas envie. Elle expliqua simplement, il existait un groupe d'élite qui contrôlait quelle théorie de stratégie de chasse était considérée comme correcte. Ils imposaient ces théories à la société et au monde. Et quand ils avaient besoin de quelque chose de prouvé, ils organisaient des tests conçus pour confirmer les méthodes qu'ils avaient déjà décidé de valider. Pas des tests qui découvrent la vérité. Des tests qui fabriquent une permission. Et les gens tout en haut de la société, ceux qui évaluaient tout ça, ils étaient incompétents. Ils n'avaient pas gagné leur position par le talent. Ils y étaient arrivés par népotisme. Ju Yeok entendit ça, et il ne contesta pas. Il était d'accord, ces gens étaient répugnants. Et en plus, il aimait l'aider à les réfuter. Il ne sonnait pas fier. Il sonnait satisfait, comme quelqu'un qui a enfin le droit de frapper l'hypocrisie en pleine face, même si le coup passe par de la paperasse et des cadavres de monstres. Puis il rendit les choses claires, de son côté, la transaction était terminée. Il l'avait déjà aidé à obtenir ce qu'elle voulait. Maintenant, elle devait le rembourser en l'aidant à accéder au lotus blanc. Lilia répondit sans que ça ressemble à des excuses. Au contraire, elle le surprit. Elle dit que c'était un bon choix qu'il soit venu ici. Parce que la dirigeante du lotus blanc était également ici. Ju Yeok assimila ça instantanément, comme il le faisait toujours, comme un homme qui entend, cible repérée, et commence déjà à bouger. Il dit que si c'était le cas, il savait exactement de qui elle parlait. Est-ce qu'il l'avait vue aujourd'hui? Parce que si elle était ici, il allait lui parler tout de suite. Il commença à se lever. Et avant même d'être complètement debout, on frappa à la porte. Une voix de l'extérieur demanda si l'étudiant Kim Ju Yeok se trouvait là, et s'il pouvait lui parler un instant. Ju Yeok reconnut immédiatement une voix de femme. Il répondit oui. Entrez tout de suite. Et à la seconde où la porte s'ouvrit, la pièce changea. Ce n'était pas que les lumières s'étaient physiquement allumées, ce qui changea, c'était la sensation de l'espace, parce que la beauté venait d'illuminer la pièce. Et la personne qui se tenait là était la dirigeante de l'Académie du Lotus Blanc. Elle parla poliment. Elle dit que c'était un plaisir de le rencontrer. Elle se présenta. Elle s'appelait Rion Seol. Ju Yeok rendit la politesse, donna son nom, et demanda en quoi il pouvait l'aider. La raison de Rion Seol n'était pas une discussion banale. Elle dit qu'elle était là pour demander un service. Puis elle lui demanda s'il pouvait s'occuper de quelqu'un pour elle.
La professeure Lilia sentit immédiatement que la température de la conversation venait de changer. Elle dit que puisque ça semblait sérieux, elle les laisserait seuls. Puis elle quitta la pièce. Maintenant, il ne restait que Joo Ye-ok et Ryon Seol. Joo Ye-ok demanda ce qu'il devait faire. Ryon Seol commença à expliquer l'histoire de sa famille. La famille Seol avait été la première fondée en Chine après l'ère du chaos. Grâce à cette fondation, ils avaient pu bâtir l'Académie du Lotus Blanc et former de puissants guerriers. Cependant, au sein de la famille, il y avait eu un génie. À 13 ans, cette personne pouvait battre des adultes. Et ça ne s'était pas arrêté là. Ce génie avait piétiné ses sœurs aînées et les membres de la guilde familiale. La guilde du loup des neiges. Même le chef de famille avait été, écrasé, par cette personne balayée par une supériorité brute et une arrogance totale. Finalement, cette personne conclut qu'il n'y avait plus rien à apprendre dans le monde extérieur. Alors elle s'enferma dans la salle d'entraînement de la famille Seol, au palais du Lotus Blanc. Joo Ye-ok écouta, puis posa la question avec sa franchise habituelle. Est-ce qu'elle voulait qu'il piétine ce gosse arrogant? Ryon Seol répondit oui. Joo Ye-ok accepta, mais quelque chose le dérangeait. Si cette personne posait autant de problèmes, pourquoi lui demander à lui? Il devait y avoir plein de gens forts autour. Il souligna même l'évidence, sa puissance magique à elle n'était pas faible du tout. Ryon Seol l'admit avec un calme assuré. Elle dit que Joo Ye-ok avait de bons yeux. Elle avait même utilisé la magie pour cacher sa puissance. Mais le problème n'était pas seulement la force. Il y avait deux complications. Première, elle se battait en utilisant uniquement sa force physique. Deuxième, elle avait le même âge que Joo Ye-ok. Ryon Seol avait regardé la compétition. Elle savait que Joo Ye-ok était physiquement fort. Et elle pensait que si cette personne perdait contre quelqu'un de son âge, ça abîmerait son ego. C'était l'objectif. C'était pour ça qu'elle était venue personnellement demander ce service. Joo Ye-ok accepta. Mais il n'accepta pas ça comme de la charité. Il accepta ça comme un homme qui accepte un travail, et un travail, ça se paye. Ryon Seol le savait, bien sûr, depuis le début. Elle dit qu'elle n'était pas à la tête du Lotus Blanc pour rien, elle n'était pas du genre à engager quelqu'un sans payer correctement en retour. Joo Ye-ok l'interrompit immédiatement alors qu'elle allait lui demander combien il voulait. Il précisa qu'il ne voulait pas d'argent. Il y avait un endroit où il voulait aller. Est-ce qu'elle pouvait arranger ça? Ryon Seol fut complètement prise au dépourvu. L'histoire sauta en avant, mais toujours le même jour. Ils étaient en Chine, debout devant le bâtiment de l'Académie du Lotus Blanc. Joo Ye-ok dit qu'il ne s'attendait pas à faire ça le jour même où il avait accepté et encore moins à voyager en jet privé. La réponse de Ryon Seol fut simple et pratique, il avait dit qu'il était libre jusqu'à lundi. Donc plus tôt, c'était mieux. Joo Ye-ok accepta. Puis elle demanda si l'endroit qu'il devait entrer était le grand palais d'Aala. Joo Ye-ok répondit oui. Ryon Seol dit que ce ne serait pas une demande difficile, mais qu'il devait d'abord entrer. Ils entrèrent. Certains étudiants réagirent avec une surprise visible en voyant Ryon Seol entrer. Leurs visages changèrent à son passage, comme si sa présence réorganisait la pièce sans un mot. Ils entrèrent dans une salle. Joo Ye-ok lui dit qu'il était curieux à propos de quelque chose. Ryon Seol demanda quoi. Il dit qu'elle ne semblait pas avoir beaucoup prêté attention à la compétition. Est-ce que c'était à cause de ce petit monstre? Ryon Seol acquiesça. Elle expliqua que beaucoup d'étudiants abandonnaient après l'avoir affronté et avoir vu leur plafond. Un niveau qu'ils n'atteindraient jamais. Et pas seulement les étudiants, les instructeurs aussi. Donc sa priorité absolue était de dompter son ego. Ensuite, elle réorganiserait tout dans sa famille et dans l'académie. Joo Ye-ok dit qu'il comprenait. Mais il pensa aussi, à la fin, cette fille allait offrir un bon combat. Puis elle coupa ses pensées et lui dit que tout était prêt. Et qu'en marchant sur le seau magique devant eux, il serait téléporté dans la salle d'entraînement. Joo Ye-ok dit que ça lui allait. Il posa le pied sur le seau. Et alors qu'il disparaissait, il lui posa une dernière question. Quel était le nom de cette personne? Ryon Seol répondit. Son nom était Yen Lang.
Joo Yeok arriva. Et là, personne spéciale, était exactement comme Ryon Seol l'avait décrite. Une fille arrogante. Elle parla en premier, et elle ne le salua pas comme un être humain normal. Elle lui dit que si la famille l'avait envoyé pour la faire sortir, ça ne marcherait pas, alors il devait partir. Joo Yeok lui demanda si elle était toujours aussi impolie avec les gens qu'elle venait de rencontrer. Puis il frappa en la traitant de petite morveuse. Le coup était porté avec de la technique. Mais elle attrapa son poing facilement. Ça le surprit instantanément, pas seulement parce qu'elle l'avait attrapé, mais parce qu'elle l'avait attrapé comme si ce n'était même pas une question. Elle contre-attaqua. Une frappe de paume, imprégnée d'aura. Elle le traita d'idiot et lui demanda s'il n'était même pas capable de sentir la puissance de son adversaire. Puis elle se moqua de lui pour avoir frappé juste après l'avoir rencontré. Mais Joo Yeok leva simplement les yeux, sourit, et lui dit que si elle parlait de ce discours sur la puissance de l'adversaire, elle parlait surtout d'elle-même. Yen Lang le regarda avec un nouveau type de confusion, parce qu'elle s'attendait à lui faire mal. Elle s'attendait à ce qu'il soit blessé. Il ne l'était pas. Il avait bloqué son attaque en lui attrapant le poignet. Alors Joo Yeok attaqua encore, en souriant avec plaisir. Yen Lang leva le bras pour bloquer. Cette fois, l'impact ne fut pas ignoré. Ça lui fit mal, une vraie douleur qui la força à reculer. Et au moment où elle recula, l'atmosphère changea. Maintenant, c'était différent. Maintenant, la fille arrogante voulait connaître le nom de ce type sorti de nulle part. Qui était-il? Joo Yeok répondit avec une phrase qui sonnait comme une insulte dirigée contre lui-même. Il dit qu'il était un lycéen de 17 ans, dont elle n'arrivait même pas à estimer la puissance. Et l'épisode se termine ici. Kim Joo Yeok rencontre enfin Yen Lang, et pour la première fois, quelqu'un de son âge ne s'effondre pas instantanément. Alors maintenant, la question n'est pas de savoir si elle est forte, c'est de savoir qui est le plus fort. Au prochain épisode, on découvrira si un ego intouchable peut être dompté par un lycéen de 17 ans. On verra. Restez prêts.